Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer aujourd'hui la deuxième conférence de la Laracon AU 2018 après celle d'Adam Watan sur celle de Simon Vrankioltis qui nous parle de Utility First CSS. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau, dont on parle beaucoup en ce moment dans la communauté Laravel, surtout avec Tailwind CSS qui est un framework Utility First CSS, mais il explique quand même pas mal de choses et cette conférence est assez intéressante. Donc déjà, il part sur un exemple du saut en hauteur, comme quoi il y avait une méthode, ancienne méthode, qui fonctionnait bien, qui a fonctionné pendant des dizaines d'années. Et puis un jour, quelqu'un est arrivé avec la nouvelle méthode du sauter renversé, je ne sais pas comment ça se dit en français, et que tout le monde le prenait pour un fou en disant que ça ne fonctionnerait jamais. Et il a juste dit, on va voir. Et puis il a tout gagné grâce à cette méthode-là. Donc, juste pour me remettre un peu dans le contexte, dire qu'il ne faut pas hésiter à bouleverser un petit peu les conventions, les choses que l'on pense être figé dans le marbre pour essayer de tester de nouvelles choses et des fois on se retrouve avec quelque chose de mieux. Ça ne veut pas dire que ça a toujours fonctionné, mais des fois on se retrouve avec quelque chose qui est meilleur, un petit peu comme la conférence d'Adam Watan que j'ai présentée juste avant. Donc maintenant, les gens n'aiment pas trop le changement. Donc généralement, ce genre de nouveauté, c'est quelque chose qui ne va pas plaire, qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se dire « Ah, c'est nul, etc. » sans trop réfléchir. Et donc du coup, on va essayer de voir pourquoi les gens n'aiment pas le changement et qu'est-ce que ça apporte de plus, mais aussi les inconvénients qu'il peut y avoir. Alors, pour le moment, la méthode de base aujourd'hui en CSS, c'est d'utiliser du Semantic Class Names. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'utiliser par exemple quelque chose du genre page intro, qui décrit, on va dire, dans le HTML, on décrit vraiment le concept. Et ensuite, dans notre CSS, on va ajouter les styles qu'il faut. On ne va pas utiliser, par exemple, en HTML, dans du HTML, une classe qui s'appelle border blue. Parce que du coup, on ne pourra pas changer ça juste avec du CSS. Avec du CSS, on ne pourra pas juste changer la couleur, juste en CSS. On sera obligé de changer le HTML pour changer la couleur. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Pourquoi on utilise ça? Parce qu'on peut comme ça du coup changer, comme je l'ai dit, avec un thème, avec un nouveau CSS, on peut changer directement une page sans toucher au HTML. Et ça paraît une bonne chose de pouvoir avoir une séparation, on va dire, des concepts. Le HTML d'un côté qui décrit vraiment le document et le CSS de l'autre qui fait l'affichage, qui fait la couleur, qui fait les marges, les polices utilisées, etc. Zen Garden qui avait poussé le concept un peu plus loin, qui avait fait juste un seul fichier HTML et avec des dizaines et des dizaines de fichiers CSS différents, pouvait avoir des apparences très très différentes. Et c'était vraiment, on va dire, quand on parle de Utility First CSS, tout le monde nous renvoie ce lien vers Zen Garden en disant « Regardez ce qu'on peut faire avec du CSS ». Bon, dans les faits, moi, ce genre de choses, je trouve que c'est pas forcément intéressant parce que rarement on a besoin de changer de thème en fait. Généralement, on a un seul thème sur notre site et on n'a pas besoin de le modifier. C'est que dans des cas très particuliers, on a plusieurs thèmes pour notre site. Ensuite, à quoi ça ressemble vraiment un utility, du coup une utility class name? On a des text center, on a des call MD6, margin bottom, et ça c'est des utilities qu'on utilise souvent, un BG primary par exemple. C'est des petites utilities qu'on utilise souvent, mais qui gênent moins, on va dire. Dans le monde du sémantique CSS, ça gêne pas trop, il y a des gens qui l'utilisent, bon voilà. C'est quelque chose qui est utilisé, on va dire. Mais quand on commence à pousser un petit peu le concept un peu plus loin, avec Tachyon par exemple, là les gens ils commencent à avoir peur. Et même moi quand je vois ce genre de code, effectivement ça fait peur en fait. On comprend pas trop, c'est des abréviations pour être plus court et plus rapide à taper. Mais en gros, par exemple là on a un MB2 qui va nous dire que c'est une margin bottom 2 j'imagine. PV ça doit être quelque chose comme padding je pense. Padding vertical, padding horizontal je pense. Ce genre de choses. Une border radius de 3. Enfin, même si je connais pas le framework Tachyon, je peux quand même comprendre, on va dire, ce qui se fait juste en supposant les classes CSS qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur quand on lit ce genre de choses, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire ça? Ensuite, il fait une petite aparté sur ce genre de partie en disant que dès qu'on voit ça, les gens ils se braquent, ils disent « Ah non, mais faites surtout pas ça, c'est horrible, ne faites jamais ça, c'est tout pourri. » Voilà. Donc il faut vraiment essayer de se retenir dans ce genre de choses. Même moi, dans mes vidéos, j'essaye toujours de ne pas dire que les gens c'est nul ce qu'ils font, leur solution n'est pas possible, c'est tout pourri, ma solution est meilleure. Non, je pense qu'il y a des compromis à faire dans toutes les solutions en informatique et surtout que l'informatique est un sujet très vaste où on peut faire un petit blog, on peut faire un site d'une grosse entreprise, on peut faire un projet pour la NASA. Vraiment, il y a des projets tellement différents que je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule solution. Donc quand on pense que quelque chose est moins bon, il ne faut juste pas dire c'est moins bon, il faut dire je ne comprends pas leur choix et je manque sans doute de contexte, je ne comprends pas pourquoi ils font, mais bon, ils ont sans doute une raison de le faire. On va supposer qu'ils sont intelligents, qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils connaissent les autres solutions. Moi, tout ce que j'essaie d'apporter, par exemple, dans ma chaîne YouTube, c'est vraiment
de vous apporter de nouvelles solutions. Ensuite, c'est à vous de savoir si vous voulez les utiliser, comment vous les utilisez, dans quel contexte vous voulez les utiliser, mais ce n'est pas à moi de vous dire utilisez ça. Je vais vous apporter une autre solution, quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans l'informatique moderne, Symfony, classique, on va dire PO, mais ce n'est pas mieux, c'est juste différent. Et je pense qu'avoir un portefeuille de solutions plus important peut que vous permettre de faire des meilleurs choix. Donc vraiment, ne pas dire que les gens sont cons et ne savent pas ce qu'ils font. On peut juste dire, je ne comprends pas ce qu'ils font, mais ils ont sans doute une bonne raison. Je vais supposer, par défaut, qu'ils sont intelligents et qu'ils savent ce qu'ils font. Ensuite, il nous parle de sa société, donc Society One, dans laquelle il travaille, et ils avaient un site qui était fait avec BEM. Donc BEM, c'est une méthodologie CSS assez classique, où on va avoir page intro, et puis ensuite on va avoir des modificateurs. Donc vous pouvez le voir par exemple en Bootstrap, ça ressemble, c'est pas vraiment du BEM, mais vous avez un BTN, et puis un BTN primary, BTN secondary, etc. Donc vous décrivez vraiment comme le CSS qu'on fait classiquement avec n'importe quel framework aujourd'hui, Bootstrap, Bulma, n'importe lequel. Et il explique que le principal problème de cette méthodologie, c'est qu'on n'a pas assez de réactivité. On va dire quand quelqu'un te demande rapidement « Ah, il faut changer ça, ce truc-là, il faut le mettre à cet endroit-là », et avec BEM, il faut que tu trouves un nom d'une propriété, donc par exemple un card, une page intro, un bouton, une bannière, il faut que tu trouves un nom qui décrive un peu la chose, puis que tu mettes des modificateurs qui veulent dire quelque chose. Alors qu'en réalité, tu connais la propriété que tu veux appliquer. Mais le fait de devoir trouver un nom, ça empêche de réagir tout de suite, en fait. Ça oblige à retrouver un nom directement. Et du coup, on se retrouve à soit faire des mauvais choix, soit à faire des trucs qu'on a déjà fait, à recopier des choses qu'on a déjà faites. Voilà. Donc c'est un peu le problème de BEM pour lui, c'est vraiment ça. Et il s'est dit, le seul moyen de contrôler mon CSS, parce qu'avec BEM, je suis obligé à chaque fois de rajouter de nouvelles classes, ce genre de choses, le seul moyen de maintenir mon CSS à un niveau qui est utilisable, c'est d'arrêter d'écrire du CSS. On écrit trop de CSS. Donc ça, c'est vraiment son point. Et pourquoi on écrit trop de CSS? Parce que justement, on veut faire du sémantique. Et avec du sémantique, on ne peut pas réutiliser les choses facilement. Donc il montre un exemple juste après. Donc il dit par exemple, on a une bannière ici qu'on vient de déplacer. Alors il vient de déplacer le We are waiting for contact us, là, le call to action, ce qu'il appelle un call to action. Il l'a déplacé d'en bas à en haut. Et du coup, ça fait que la marge est beaucoup trop grande. Du coup, il faut qu'il diminue la marge. Et donc pour diminuer la marge, il va faire un modificateur en BEM, donc page intro, as CTA, donc pour dire que c'est une page intro qui a un call to action. Et du coup rajouter un padding top. Donc ça c'est le premier point. Mais le problème c'est que si on met dans un autre cas ici où il y a un autre endroit où il doit réduire la marge, et dans ce cas-là, il doit avoir un autre nom parce qu'il n'y a plus de CTA. Le CTA est en bas et donc il doit trouver un autre nom pour ça. Du coup il va dupliquer son code. Alors que s'il avait appelé ça no padding top directement, il aurait pu l'utiliser n'importe où. Sauf que no padding top, c'est pas sémantique, alors que ACTA, c'est sémantique. Donc c'est vraiment là où on voit un peu le problématique qu'on peut avoir, même si on peut trouver des solutions pour résoudre ce genre de problème. Mais c'est vrai qu'avec sémantique, on peut trouver des solutions. C'est vrai que c'est un problème. Ensuite, il y a un deuxième gros problème que les gens voient avec l'Utility First Framework, c'est que quand c'est pas sémantique, on casse le web. Alors qu'est-ce que les gens entendent par ça? C'est que quand c'est pas sémantique, on casse le HTML. Par exemple, si vous mettez que des divs partout, vous mettez pas de H1, de H2, de H3, ce n'est pas sémantique. Et ça casse les lecteurs d'écran, ça casse le SEO avec Google, etc., la recherche. Donc tout est cassé quand on fait du HTML non sémantique. Ce que les gens ne voient pas, c'est que le CSS et le HTML, c'est pas la même chose. Le sémantique HTML, c'est très important parce que H1, H2, H3, ça veut dire quelque chose, c'est lu par les lecteurs d'écran, c'est lu par Google pour savoir un petit peu comment est structurée notre page. Par contre, les classes, le fait que ce soit page intro ou padding bottom 0, ces deux classes-là, elles ne sont lues ni par les lecteurs d'écran, ni par Google, et on s'en fiche un petit peu. Donc le sémantique dans les classes, ça ne casse pas le web. Il y a peut-être d'autres problèmes, mais en tout cas, ça ne casse pas le web, contrairement au sémantique HTML où ça peut poser des problèmes d'accessibilité pour les personnes malvoyantes, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment un des points à casser directement en disant attention, c'est pas la même chose. Sémantique HTML et sémantique CSS, ce n'est pas la même chose. Ensuite, il y a un concept que quand on fait le HTML et le CSS sont liés dans un sens et dans l'autre. Et quand on utilise du sémantique, on lie le HTML à notre CSS dans un sens qui est que on ne peut pas réutiliser le CSS, ou du moins c'est compliqué de réutiliser le CSS parce qu'on utilise des termes, on va dire dans notre CSS, on utilise des termes, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a un call to action au-dessus de la bannière. Et ça, c'est pas le cas dans tous les sites. Et du coup, c'est difficile à réutiliser, même si Bootstrap, Bulma, ils y arrivent très bien. Donc là, cette slide-là, je la trouve un petit peu
un petit peu, on va dire, on pousse notre idée au max. Dans le cas, la version gauche, je trouve, est un petit peu moins couplée. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que le CSS dans le sémantique, on va utiliser des noms de classes qui sont un petit peu plus propres à notre projet. On a un call to action, on a un page d'intro, on a une bannière, ce genre de choses qui ne sont pas forcément présentes dans tous les sites. Alors quand on utilise des utility first class name, ou du moins voilà, des padding bottom 0, le CSS il peut être réutilisé comme on veut. Par contre, le HTML, effectivement, on ne peut pas le réutiliser. Parce que le HTML, on va écrire toutes les classes à l'intérieur. Donc du coup, si on le copie-colle, eh ben, ça va devenir un peu le hasard. Donc même si je ne suis pas d'accord avec toutes ces slides, c'est bien intéressant de voir que d'un côté, on peut réutiliser plus le CSS, de l'autre, on peut réutiliser plus le HTML. Même si dans le fait qu'on ne puisse pas réutiliser le CSS en sémantique et qu'on ne puisse pas réutiliser le HTML en presentational, c'est pas forcément vrai. Mais bon. Donc en tout cas, c'est important. Mais il y a un point qui est encore plus important et que je trouve qui est vraiment la clé de voûte de la présentation, c'est ce point-là. En sémantique versioning, je dois modifier le HTML et le CSS. Dès que je fais quelque chose à une page, je dois modifier bien sûr le HTML, mais aussi le CSS pour le design, si je veux rajouter par exemple un élément. Et le fait que quand je modifie le CSS, je peux modifier potentiellement l'aperçu d'autres pages. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on fait du CSS, on a tendance à rajouter des classes et pas modifier les classes existantes, parce qu'on a toujours peur de modifier des pages. Quand on a 1000 pages sur notre site, bah c'est vrai que quand on modifie une classe CSS, on ne sait pas ça va casser quoi à d'autres parties de notre site qu'on n'a aucune notion d'où ça peut être utilisé. Et donc ça, c'est vraiment ça pour moi le point le plus important et le problème le plus important dans le sémantique CSS. C'est qu'on rajoute toujours des classes parce qu'on a peur de modifier les classes parce que ça peut modifier des choses dont on n'a pas conscience. Alors quand on utilise quelque chose comme Tailwind en Utility First CSS, et ben dans ce cas-là, on n'édite que le HTML, on rajoute que des classes dans le HTML, donc des MB0, PB0, etc. Et du coup, on ne modifie jamais le CSS. Du coup, on ne peut que casser notre page actuelle, en fait. On ne peut pas casser une autre page HTML via cette page HTML. Donc c'est vraiment ça, pour moi, le point vraiment le plus important. C'est qu'on peut modifier une page sans risquer de casser autre chose. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a des gens qui vont dire, bah oui, bah dans ce cas-là, autant utiliser des inline styles. C'est vrai qu'au lieu d'utiliser MB0, on pourrait mettre juste style margin-bottom 2.0. Donc c'est vrai que c'est important. C'est important d'adresser ce point-là aussi. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec des classes que l'on ne peut pas faire avec des inline styles? Premièrement, un truc très important, c'est les breakpoints, c'est-à-dire les media queries. C'est-à-dire que là, on va pouvoir changer la couleur du background en fonction de la taille de l'écran. Donc si c'est un petit écran, ça va être pink. Si c'est un écran moyen, ça va être green. Si c'est un écran grand, ça va être blue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est qu'on ne peut pas faire ça avec des inline styles. Et donc, c'est vrai que ça simplifie les choses. En plus, les propriétés, les classes sont généralement plus courtes. Écrire background-color, c'est plus long que d'écrire BG-. C'est vrai que ça, c'est un point aussi important. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est les design restrictions. Quand on écrit des inline styles ou n'importe quel CSS, même en BEM, justement en sémantique, quand je crée ma nouvelle classe BEM et que je vais faire un padding top, et je peux mettre n'importe quelle valeur, je peux mettre 0, 1, 2, 3, 4, 3.2 rem par exemple, et j'ai aucune restriction. Toutes les valeurs sont possibles. Alors quand j'utilise des utilities, et ben dans ce cas-là, je n'ai pas beaucoup de choix. Je peux avoir MB0, MB1, MB2, MB3, mais j'en ai que 8 par exemple. Et du coup, je suis obligé de choisir parmi ces 8 valeurs. Et du coup, je diminue largement le nombre de valeurs différentes de mon site. Et du coup, mon site a l'air vachement plus carré et il y a moins de différences, de petites variations, on va dire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans le BEM. Et quelque chose aussi d'important, c'est d'arrêter d'abstraire trop tôt. Et ça, c'est vrai en CSS, mais c'est aussi vrai en PHP. C'est quelque chose dont je me bats aussi en PHP, arrêter d'abstraire trop tôt. Quand on fait du BEM, par exemple, et que je veux créer un nouveau bouton, je suis obligé de créer une nouvelle classe button. Alors que pourtant, c'est pas forcément intéressant. Je ne sais pas encore si je vais en avoir plusieurs. Je ne sais pas si je vais avoir 2 boutons sur mon site, par exemple, mais je suis obligé de créer cette classe. Alors qu'avec le Utility First, on peut attendre d'avoir 2 boutons pour extraire ça et créer une nouvelle classe. Attendre d'avoir vraiment le besoin d'abstraire pour le faire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve important aussi à noter, pas que en CSS, aussi en PHP, en JavaScript, à chaque fois qu'on programme, il faut arrêter d'abstraire directement. Dès qu'on a une chose, l'abstraire. Non, il vaut mieux l'écrire, ensuite écrire une deuxième fois la chose, et même je conseille de l'écrire une troisième fois pour vraiment se rendre compte quelles sont les similitudes. Parce que des fois, on va écrire 2 fois, ça paraît identique, mais la troisième fois, ça va être un tout petit peu différent. Et une fois qu'on a écrit 3 fois et que la dernière fois est un tout petit peu différente, on peut faire une abstraction qui soit vachement plus stable dans le temps, parce qu'on sait un petit peu les variations
qui peuvent exister. Donc on va pouvoir faire les paramètres qui vont bien. Alors que si on avait extrait dès la première fois, on n'aurait peut-être pas imaginé la petite variation qu'on aurait eu à la troisième fois. Donc c'est vrai que moi, je préconise d'attendre de répéter 1, 2, 3 fois les choses avant de commencer à abstraire. Même si ce n'est pas une règle, comme d'habitude, c'est vraiment mon aperçu des choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve en CSS, mais aussi en PHP. Ensuite, il ne faut pas oublier que utility, ce n'est pas utility tout court, c'est utility first. C'est-à-dire qu'on a des utilities, des MB0, etc. Mais on peut écrire des nouvelles classes quand on en a besoin. Quand on a besoin, on peut écrire une classe qui va nous permettre de regrouper certaines, par exemple les boutons, les liens, il y a plein de choses qu'on utilise souvent. Et c'est vrai que répéter, comme on l'avait vu dans la première slide sur Tachyon, répéter 15 000 fois les mêmes classes CSS, ça peut être long. Et si on veut changer ça, c'est un petit peu compliqué. Mais on peut écrire du coup des classes custom, c'est de l'abstraction. Et du coup, on peut attendre d'avoir 3, 4, 5 boutons pour vérifier qu'ils sont bien tous les mêmes classes, pour pouvoir voir quelles sont les classes qui sont en commun et les classes qui ne sont pas en commun justement, et pouvoir abstraire la bonne chose. Et ça, c'est vraiment important, je pense. Mais le problème de ça, c'est aussi, on retrouve dans le même problème qu'avant, c'est-à-dire que cette classe-là, si on la change, on va peut-être casser plein de boutons dans notre site. Si on change cette classe, on peut casser des boutons qu'on ne voit pas. Alors que si on garde des utilities, on peut changer un bouton sans casser les autres boutons. Donc ça, c'est aussi un trade-off à prendre en compte. Ensuite, bon là, il me l'explique comment faire pour justement extraire ça. Avec Tailwind, c'est très simple. On a par exemple 2 boutons. On voit les choses qui sont en commun. Donc là, on voit text white, font bold, PI2, PX4, rounded. Donc là, on voit que 2 choses en commun. Et on peut l'extraire dans un point button blue et point button red. Donc ça, c'est possible. On peut le faire. On voit d'ailleurs qu'il a extrait le text white ici et le BG red, mais vous voyez, on peut peut-être se rendre compte, text white, ça y est toujours. On pourrait le mettre dans la classe button par exemple. On pourrait dire text white, ça l'est dans les deux, ça veut dire que on l'a dans tous les boutons. Alors qu'en réalité, text white, c'est juste parce qu'on est en BG red et BG blue. Si on était en BG white ou un BG gray, peut-être qu'on aurait un text black ici. Donc c'est là où je parle d'attendre la troisième fois pour voir s'il n'y a pas une nouvelle variation qui apparaît. Par exemple, si on avait un troisième bouton ici avec un BG gray, on pourrait avoir un text black et se rendre compte que, tiens, cette propriété-là, elle change. Elle n'est pas commune aux 3 boutons. Elle est commune qu'aux boutons qui ont un fond, on va dire, plutôt foncé. Les boutons qui ont un fond plutôt clair, ils vont avoir un text black. Donc c'est là où je dis qu'il faut plutôt attendre assez tard pour faire des extractions de composants. Mais c'est possible et très facile à faire avec Tailwind en tout cas. Ensuite, il explique un petit peu son projet, comment il a fait pour transformer son BEM en utilisant Tachyon. Et il s'est rendu compte qu'il a réussi à supprimer tout le CSS. Donc ça, c'est vraiment assez fort. Dans les faits, moi, je l'ai fait aussi sur mon site. J'ai supprimé peut-être 2000 lignes de CSS et je les ai remplacées par 200 lignes de CSS. Donc j'ai divisé par 10 mon CSS. Il me reste toujours du CSS pour quelques petits composants et aussi quelques animations CSS, de genre de choses qui sont one-shot et dont j'ai besoin. Donc c'est vraiment, ça reste ridicule et c'est très facilement maintenable. Donc c'est vraiment, ça c'est vrai. On peut supprimer la majorité de notre CSS en utilisant des frameworks utility first. Il explique aussi que c'est beaucoup plus facile maintenant dans sa team de recruter quelqu'un, parce que quand il arrive, il n'a pas besoin de lire 15 000 lignes de CSS, il peut juste commencer, il connaît Tachyon, il sait les propriétés qui existent, il a juste à lire les différentes spécifications, les différentes couleurs qui sont disponibles, les différents margins qui sont disponibles, les petits paddings qui sont disponibles, et ensuite il utilise ça, et il n'a pas trop besoin de se soucier de savoir, mais si je modifie cette classe, ça va casser telle page du site qu'il utilise aussi. Voilà, il a juste besoin de se focaliser sur son petit fichier HTML, utiliser les classes Tachyon qu'il connaît déjà, ou les classes Tailwind qu'il connaît déjà, et il n'a pas besoin d'avoir connaissance de tout le projet pour pouvoir commencer à travailler. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, il explique aussi le nombre de les chiffres qui diminuent. Il a diminué la taille de son bundle, même si ce n'est pas forcément vrai, on va dire, dans les faits. On peut diminuer la taille de son bundle. Moi, j'ai diminué la taille de mon bundle en utilisant Purge CSS, ce genre de choses. On peut supprimer toutes les classes qu'on n'utilise pas. Donc ça permet de simplifier bien les choses. Mais surtout, ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'il a diminué le nombre de variations. Ce que j'expliquais au début avec les restrictions. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais mettre n'importe quel font size. Dans tes classes BEM, on peut mettre font size, et n'importe quel chiffre. Maintenant, avec les utilities, on peut mettre que les font size qui sont définis dans nos utilities. Donc il est passé de 505 à 110 parce que il n'y a qu'un certain nombre de font size qui sont autorisés. Même chose pour les tailles, pour les couleurs différentes. Là, il y avait 582 couleurs parce que bien sûr, on peut mettre n'importe quelle couleur. Maintenant, avec une grille bien de BG Blue, BG Purple, BG Pink, on n'a que certaines couleurs qui sont disponibles, donc on les utilise et du coup, on se retrouve avec beaucoup moins de couleurs différentes. Donc notre site paraît beaucoup plus cohérent, on va dire. Donc ça, c'est important aussi au niveau design.
Est-ce que les choses peuvent devenir moches dans le HTML comme on l'a vu dans la première slide sur Tachyon avec les 10 classes CSS complètement horribles? Oui, les choses vont devenir moches même. C'est même pas est-ce qu'elles peuvent, elles vont devenir moches. Moi j'ai fait ça avec Tailwind. Si vous regardez le code source du site, effectivement les classes CSS sont très moches. Mais est-ce que c'est important? Non, parce qu'on garde le contrôle sur notre contenu. C'est-à-dire que même si c'est moche qu'à un seul endroit. C'est moche dans le HTML et seulement dans cette page HTML. Et si j'ai envie de refactor les choses, ce qui est très important, je peux refactor sans aucune crainte de casser autre chose. Donc là où avant ça devenait moche dans le CSS, on avait 2000 lignes de CSS qui partaient dans tous les sens, et bien maintenant on peut, et qu'on ne pouvait pas refactor parce que si on refactor ça, on pouvait casser des pages qu'on ne voyait pas. Maintenant c'est moche dans le HTML, et donc si on refactor, ça peut casser que cette page HTML. Donc a priori si on l'a sous les yeux, on ne peut pas la casser. Donc ça c'est vraiment important, on ne perd pas le contrôle sur notre projet, on peut refactor si on en a besoin, mais généralement on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin. Oui c'est un petit peu moche de temps en temps, mais on s'y fait et on n'a pas de problème en fait avec ça. Mais on peut refactor si on a besoin, ça c'est important. Et aussi quelque chose d'important, c'est comme ça que travaillent les designers. On va rapprocher le travail de dev au travail de designer. Les designers, si vous regardez comment ils travaillent, généralement ils ont plein de duplicates, ils dupliquent les choses, ils ne s'occupent pas de nommer les choses, c'est copie 11, copie 15, copie 16, copie 17. Ils dupliquent, ils changent les couleurs et ils ne se posent pas de questions sur les noms, sur comment on va changer les choses, etc., sur les layers. Ils vont vraiment itérer. Et c'est ça que permet les utility first. On va pouvoir tester très rapidement des choses sans se poser de questions sur quel composant BEM créer, quelle classe CSS créer, comment on va la nommer, etc. Non, on teste. On peut changer de PB0 à PB1, PB2, PB3, juste pour tester différentes variantes. Et tester des différentes variantes, ça nous permet d'étendre un petit peu nos possibilités, de tester de nouvelles choses et de trouver un design qui est beaucoup plus sympa que ce qu'il y avait auparavant. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Ça nous permet de designer, on va dire, un peu plus simplement, un petit peu comme le font les designers, on va dire, classiques. Bien sûr, rien ne nous empêche ensuite de refactorer un petit peu tout ça et après, une fois avoir choisi le design final, de pouvoir mettre des noms sur les choses. Donc ça, c'est vraiment, il ne faut pas oublier, c'est utility first, c'est pas juste utility, c'est vraiment on commence par les utilities et ensuite on peut passer à des composants si on en a besoin. Une autre petit avantage, c'est que vu qu'on a un fichier, généralement si on est en Tailwind, c'est un fichier JavaScript qui définit toutes nos couleurs, toutes nos polices, toutes nos paddings, tous nos margins, etc. Et ben, on peut l'importer en JavaScript avec Tailwind. Et du coup, on peut l'utiliser dans notre JavaScript pour faire certaines choses. Donc ça peut être utile dans certains cas. Et c'est vrai que c'est des choses que je n'utilise pas encore, mais que je pourrais vouloir utiliser. Enfin, il finit par dire n'ayez pas peur de casser les conventions, de tester de nouvelles choses. Même si beaucoup de gens disent « Ah, c'est con », n'ayez pas peur. Effectivement, il y aura toujours des gens qui vont râler sur le changement. Mais ce n'est pas forcément un bon changement, vous allez peut-être vous casser les dents, ça va peut-être pas fonctionner, ça va peut-être pas mieux, mais n'ayez pas peur de vous intéresser aux nouvelles choses. Parce que peut-être c'est une chose qui va améliorer votre qualité de développeur, qui va améliorer vos sites, qui va rendre les choses plus propres. Donc c'est vraiment ça sur laquelle il finit, et je pense que c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas se fermer des portes, il ne faut pas se dire « Ah, Laravel c'est génial, Symfony c'est tout pourri ». Non, il faut continuer. Moi, je regarde continuellement les mises à jour de Symfony et je regarde les nouveautés qui sortent. Il y a certains trucs qui me disent « Ah, ça c'est bien pensé, etc. » Il y a d'autres trucs qui disent « Ah, c'est moins bien. » Puis tu testes un petit peu, tu te rends compte que ah, il y a quand même des avantages. Donc voilà, il n'y a pas que des inconvénients à tout, il y a des avantages, tout est un petit peu gris, il y a des avantages, des inconvénients. Mais il faut tester, expérimenter, ne pas rester sur le statu quo, parce que c'est comme ça on n'évolue plus en fait. On stagne et on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, alors qu'en réalité, il y a des solutions qui peuvent être meilleures. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.